Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Oui, ça fait un moment que j'ai pas donné de nouvelles sur cette chaîne et sur mon autre d'ailleurs. Précisément parce que je suis dans un tunnel d'écriture, comme on dit, c'est-à-dire que vraiment, je voulais me consacrer à la fin de la rédaction du premier jet du deuxième volume. Et fallait que je m'y mette. Et, moi, en général, je procède comme ça. Je m'enferme et je fais que ça pendant une durée, le temps qu'il faut. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai enfin fini le premier jet. Donc je suis en phase de relecture et de correction. À mon avis, il y en a encore pour un mois ou deux avant que je puisse le sortir sur Amazon en version papier et en version Kindle. Bon, alors je reprends ces petites vidéos. Alors aujourd'hui, rien de très personnel, mais j'ai envie de parler des codes typographiques. Les codes typographiques utilisés dans l'édition et dans un livre. Les codes typographiques, c'est aussi bien les en-têtes de page, les numéros de page, les pages blanches au début et à la fin, et puis aussi les histoires de ponctuation, d'espace. C'est assez technique et c'est souvent assez méconnu. Alors, dans la partie mise en page, vous pouvez constater quand vous prenez des livres aujourd'hui que la plupart des bouquins en général démarrent à la page 9, 11 ou 13. C'est lié au fait qu'au début d'un livre, il y a toujours une page blanche et puis quelques autres pages derrière non numérotées. Bon, là, je prends mon œuvre, mais on peut prendre n'importe quel autre bouquin. Bon là voilà, alors là j'ai pris un petit polar, James Hadley Chase, super auteur, j'étais biberonné à James Hadley Chase pendant mon adolescence. Bon là par exemple ça démarre très vite, hein. Il y a une page blanche au début, et puis voilà le titre, le nom de l'auteur, l'éditeur, et hop on démarre le récit, donc là c'est page 7. Mais généralement il y a plus de pages que ça. Là je prends un bouquin, très intéressant ce bouquin, j'en parlerai éventuellement, des bouquins que j'aime bien. À la fin de chaque vidéo, tiens, pourquoi pas. Bon, là, par exemple, c'est traduit de l'américain, mais le récit commence vraiment, voilà, à la page 11. Voilà. La moyenne des livres aujourd'hui, en général, démarre à la page 11 ou à la page 13. Alors, pourquoi la page 11 et la page 13 ? Enfin, on remarque que c'est des numéros impairs. Et oui, parce que, on s'arrange en général. Généralement, hein, c'est pas toujours le cas. Les auteurs américains ne procèdent pas forcément par chapitre, mais un chapitre démarre toujours sur une page impaire, vous voyez. Voilà, là c'est la page 13. Moi par exemple, je l'ai fait commencer à la page 13 parce que je mets une page blanche au début, après le titre, après il y a les numéros ISBN, le dépôt légal, j'en parlerai plus tard, le dépôt légal. Là il y a une petite dédicace, bon, et puis après je reprends le titre, le nom de l'auteur, le sous-titre, et puis après on peut démarrer, donc page 11. Bon, alors au début, la première page, généralement, ça sert à mettre une dédicace. Hein, voilà. C'est pour ça qu'on la laisse blanche. Et puis après, ces informations techniques, alors ce qu'on constate, c'est que les pages ne sont pas numérotées. Hein. Ces pages-là ne sont pas numérotées et il n'y a pas de rappel de titre en haut. On en met à la fin aussi. Et ces pages de fin, comme les pages de début, ne sont pas numérotées et il n'y a pas de rappel de titre en haut. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre dans un bouquin ? Les chapitres, en général, en français, les éditeurs, majoritairement, font démarrer les chapitres sur la page de droite. C'est une convention, comme ça. Moi, je trouve que c'est bien, parce que ça sépare bien les chapitres les uns des autres, vous voyez. Il y en a un qui se termine là, et boum, on arrive, il y a une page blanche, et on arrive au début du second chapitre. Mais qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi, et ça, je pense, j'en suis presque sûr que la plupart d'entre vous ne l'avaient pas remarqué. Moi, je ne l'avais jamais remarqué avant de m'intéresser justement à ces fameux codes de l'édition. Alors, vous remarquerez bien, quand vous lisez un livre, que à la fin de chaque chapitre, il n'y a pas de numéro de page. Eh oui, voilà, c'est encore une convention. C'est-à-dire, vous voyez, il y a le numéro de page sur l'avant-dernière page du chapitre, mais pas sur la toute dernière page. Par contre, le rappel du titre, il est bien, hein. Et alors, hop, lorsque je tourne, eh bien, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire il n'y a pas de rappel de titre en haut. Voilà, parce que bon, ça c'est le rappel de titre. Vous voyez, là par exemple, c'est les aventures web de l'homme invisible, et puis là c'est le nom de l'épisode, donc les cristaux de Vulcan. Voilà. Et ça, je le mets sur toutes les pages du bouquin, sauf les premières pages de chapitre. Bon.
Et donc voilà, ouais, c'est un nouveau début de chapitre, et là, il n'y a pas de numéro de page à la fin du chapitre précédent. Et ouais, voilà, c'est une petite astuce qui est amusante à connaître. Alors après, il y a la numérotation des pages. Bon, moi je la mets en bas, au milieu. Beaucoup d'éditeurs font ça, je crois. Mais on peut la mettre aussi, voilà, le numéro de page, on peut la mettre à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Là, par exemple, dans cette petite collection, là, il n'y a pas de rappel de titre en haut. Bon, voilà, donc ça, c'est pour les questions de mise en page. Alors après, on parle plus maintenant de la ponctuation et des signes de ponctuation. Alors, moi, je suis souvent frappé quand je vois sur Twitter ou ailleurs, je vois très souvent même des journalistes, des gens très sérieux, mais qui ponctuent n'importe comment. Bon, alors, donc ponctuation, c'est ça, on va essayer de prendre tous les symboles. Donc la virgule, on la colle au mot précédent et on met un espace derrière. Le point, bon bah évidemment, mais là aussi, il y a des vedettes de journalistes qui n'ont pas compris que le point, on met pas un espace après le mot, non, le point on le colle immédiatement après le mot. Et on laisse un espace après le point. Bon, alors, après, qu'est-ce qu'il y a comme autre signe? Les parenthèses, voilà, il y a beaucoup d'erreurs aussi sur les parenthèses. Beaucoup de gens mettent une espace après la parenthèse avant de mettre le mot. Et après avoir mis le mot, ils remettent un espace avant de fermer la parenthèse. Eh bien non, la parenthèse se colle au mot, à l'avant et à l'arrière. Eh ouais, c'est les règles, c'est la typographie. Les parenthèses, les deux points. Alors, les deux points, pareil. Normalement, il y a une espace. Oui, je vais revenir sur cette idée. Pourquoi j'ai dit une espace? Parce que c'est la véritable terminologie. Normalement, en typographie, on ne dit pas un espace, on dit une espace. Bon, moi je trouve que ça fait un peu snob, alors je dis souvent un espace, mais voilà, c'est le terme adéquat, c'est une espace. Donc, j'en étais aux deux points. Alors normalement, après le mot et avant les deux points, il y a une espace, mais une espace qu'on appelle une fine. Et ouais, ça devient compliqué. C'est-à-dire que c'est une espace, mais qui normalement est un peu plus réduite que, par exemple, une espace toute bête qui sépare deux mots. Hein. Alors, concrètement, dans les livres, c'est beaucoup utilisé en imprimerie, et notamment en magazine, en presse magazine, l'espace fine, mais concrètement, dans la réalité, non, ça ressemble vraiment à une espace. Donc, les deux points, vous tapez votre mot, vous faites une espace, et hop, le deux points. Mais il ne faut pas oublier l'espace. Hein, voilà. Et après les deux points, pareil, une espace de nouveau. Bon, deux points, l'affaire est réglée. Le point virgule, putain, le point virgule, on peut faire une vidéo là-dessus parce que c'est pas évident d'employer le point virgule. J'ai toujours du mal à... J'essaye d'en placer quelques-uns, mais faut vraiment les placer judicieusement. Point virgule, c'est un peu pareil que les deux points, c'est-à-dire on met une espace qui est censée être un peu plus réduite, une fine, mais bon, moi je mets une espace. Et alors, quand on tape, il faut qu'on fait en sorte que l'espace soit insécable. Hein, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas couper, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas mettre le mot, et puis qu'à cause du retour à la ligne, le deux points se retrouve en début de ligne. C'est pour ça que généralement, quand on utilise ce type de ponctuation avec espace obligatoire, on s'arrange pour que l'espace soit insécable. Ça, on le règle dans les préférences du traitement de texte. Qu'est-ce qu'il y a après comme autre mystère de la typographie? Donc on a vu la virgule, le point, les deux points, le point virgule. Et n'oublions pas aussi le point d'interrogation et le point d'exclamation. Eh bien, le point d'interrogation, c'est pareil, il y a une espace après le mot. Il ne faut pas le coller directement. Il y a toujours une espace, c'est la règle typographique. Et le point d'exclamation, il y a une espace aussi, mais qui peut être une fine. Pareil, encore une fois, c'est-à-dire un espace un tout petit peu plus réduit, à peine visible à l'œil nu. C'est pour ça qu'en général, très souvent, on zappe cette finesse et puis on met aussi un point d'exclamation avec une espace normale. Bon, mais la règle veut que ce soit une fine. Vous voyez ? Il reste la magie des tirets. Oh putain,
Très intéressant les tirets aussi. Alors, il y a les tirets tout simples. Hein. Tiret tout simple, c'est le tout petit tiret là, c'est le tiret de, comment on appelle ça là, le tiret du 6, voilà, le tiret du 6 comme on dit. Et ben donc ça sert à faire un trait d'union entre, je sais pas, deux prénoms quoi. Marie-Louise, Jean-François, voilà, on met le petit tiret du 6. Mais après, il y a plein d'autres tirets. Il y a les tirets d'incise, il y a les tirets de dialogue. Et alors, quand on en vient aux tirets d'incise ou de dialogue, là, on ne se contente plus du tiret du 6. Non, on utilise le quadratin ou le demi-quadratin. Eh oui, 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 c'est comme ça que s'appellent les tirets plus longs. Hein. Donc, le demi-quadratin, comme son nom l'indique, mettons un tiret du 6 là, x2, multiplié par 2 en longueur. Et vous avez le plein quadratin, le quadratin tout court, qui est le long tiret. Le long tiret qui est généralement utilisé pour les dialogues. Vous savez, quand vous faites dialoguer, hop, vous avez, moi j'en ai pas mal des dialogues, et les tirets de dialogue, c'est toujours des quadratins pleins. Alors, à quoi servent les demi-quadratins? Ça sert pour ceux qui veulent faire vraiment beaucoup de nuances, peuvent être utilisés pour des tirets d'incise. L'incise, c'est comment dire, c'est une réflexion qui coupe la phrase en lui apportant une précision. Par exemple, il aimait bien manger des pamplemousses. Tiret. C'était bon pour la santé. Point. Je dis n'importe quoi. Donc voilà, on se retrouve en fait à devoir jouer quand on écrit avec 3 tirets. Alors le petit tiret minuscule, c'est très simple, ça va que pour les noms composés ou pour ex, par exemple, on va dire ex-militaire. Bon, on met un tiret entre le ex et militaire. Ou voilà, où je l'ai dit Jean-Robert. Bon, voilà, ça c'est petit tiret basique. Mais après, donc, je dis, pour les incises, on met soit un demi-quadratin, soit un plein quadratin. Et pour les dialogues, on met le quadratin complet. Voilà. Bon, voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce que je voulais dire sur le sujet, mais c'est vachement riche le sujet. Et je le dis parce que c'est vrai que si on veut écrire, autant le faire bien, dans des conditions professionnelles, on va dire, entre guillemets, donc d'être exigeant sur la ponctuation, sur la forme tout simplement, de manière à ce que quand vous avez votre livre en main, vous avez vraiment l'impression d'avoir un livre fait chez un éditeur qui respecte tous les codes et qui se fout pas de la tête du lecteur. Hein, d'où l'importance de respecter tous ces petits codes. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je me suis dit que je peux peut-être finir chaque vidéo par présentation d'un bouquin ou d'un auteur que j'aime bien. Alors voilà, ça c'est James Hadley Chase, que j'ai... C'est un de ceux qui m'ont fait aimer la lecture quand j'étais, je sais pas, ado. C'est un auteur de polar anglais, je crois. De son vrai nom, Raymond Marshall, ancien journaliste qui s'est vite mis à écrire des polars. Il en a écrit peut-être une 50aine et franchement, je les ai tous lus. Et celui-là, c'est quand même un des plus connus. Hein. Il y a eu un film de Patrice Chéreau qui a été fait, La chair de l'orchidée. Franchement, le livre est mieux. Le film est pas mal, mais le livre est beaucoup mieux. Et ce que j'aime beaucoup chez James Hadley Chase, bon, c'est peut-être un peu désuet aujourd'hui, mais c'est vraiment de la pure série noire, hein, ce qu'on appelait la série noire dans les années 50, 60, c'est-à-dire le privé désabusé dans son bureau miteux, là, il y a des femmes fatales qui viennent lui rendre visite pour espionner leur mari ou pour régler un vieux compte. Alors évidemment, il est un peu fasciné par ces femmes, il tombe amoureux, puis en fait, il se fait manipuler par une sombre histoire. Il y a des méchants, mais très 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 méchants, mais très sadiques. Il est très bon pour dépeindre des méchants, mais alors qu'ils sont super méchants. Et puis il y a un climat effectivement de série noire, c'est poisseux, limite malsain des fois. C'est un mec qui sait brosser des personnages en trois coups de stylo, quoi. Bon voilà, donc James Hadley Chase, effectivement, c'est un de mes pères spirituels. Hein. Bon, alors moi je prétends pas du tout de faire du James Hadley Chase. L'idée après, c'est que chacun trouve son style. Hein. Mais bon voilà, on est tous faits d'influences diverses. Bon, allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, Issou.